Nous allons aborder différents thèmes d'éco-socio-conception, le cadre théorique, mais également les outils aujourd'hui disponibles, les outils qui sont en cours, en préparation. Et puis nous aurons des témoignages d'entreprises qui ont essayé ou qui tentent encore aujourd'hui d'intégrer cette démarche dans leur pratique, dans leur métier. Pour nous, c'est d'abord de la bonne conception, c'est-à-dire comment intégrer à la fois les aspects environnementaux du cycle de vie, bien entendu, avec l'éco-conception, et y intégrer aussi les parties prenantes qui peuvent participer en fait au processus de développement de produits et à l'ajout d'avantages concurrentiels. Nous avons lancé des études, une recherche en éco-socio-conception et je viens présenter les résultats avec un outil tangible qui est un diagnostic en éco-socio-conception. C'est qu'on est parti du curatif, préventif en environnement. On a mis en place des systèmes de management de l'environnement. On a fait de l'éco-conception. On est arrivé à des approches systèmes plutôt innovantes sur l'éco-innovation, etc. Et aujourd'hui, à mon avis, les futures places à prendre vont être en éco-socio-conception. S'il y a des avantages concurrentiels à prendre, ça va être sur cette partie-là. On a essayé de développer un outil dont l'objectif est d'extraire pour une entreprise rapidement des données qui pourront intégrer dans un cahier des charges fonctionnel. C'est ça l'objectif de l'outil de diagnostic. C'est-à-dire que vous avez la CV sociale qui est importante, mais qui sera sans doute faite par des grands groupes ou par des gens, sans doute à plusieurs, qui vont devoir créer par rapport aux filières. Et puis, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Dans une PME, on peut peut-être faire un premier diagnostic avec deux parties. Une première partie, c'est d'abord d'identifier les enjeux à la fois environnementaux et sociaux qu'a l'entreprise, pour voir comment elle se positionne en termes d'organisation, de management, qu'est-ce qu'elle est capable de faire aujourd'hui. Et puis deuxième partie qui est un focus particulier sur le produit à reconcevoir ou à concevoir, si c'est un nouveau produit, où on doit identifier des pistes. D'abord, c'est la bonne conception, c'est comment on intègre tous les critères de conception, et plus on en intègre, plus on s'ouvre, à mon avis, plus on est innovant. Donc l'éco-conception est une manière de s'ouvrir, l'éco-socio-conception, c'est de s'ouvrir plus largement, et l'idée, c'est d'aller piocher des idées que les autres n'ont pas eues, parce qu'on n'a pas cette ouverture-là, pour faire une nouvelle proposition de valeur qui intègre tous les aspects du développement durable dans l'offre de produits ou de services. L'objectif, c'est de permettre aux entreprises de se projeter dans l'avenir par rapport aux grands problèmes qu'elles rencontrent, à savoir le manque de ressources, un impact climatique de plus en plus fort, une concurrence féroce. Et par conséquent, l'éco-socio-conception a pour objectif de mettre les entreprises dans une posture d'innovation. La méthode employée, elle n'a rien d'extraordinaire. On diagnostique l'offre, on fait une créativité avec ses parties prenantes, ça nous semble quand même fondamental. On met en place un plan d'action et ça devient après, une fois que c'est perfusé dans l'entreprise, ça devient une démarche permanente. Pour l'entreprise, quels sont les bénéfices? Ça nous permet d'être complètement différenciants. Au niveau de l'entreprise, ça donne du sens aussi, parce que là, il y a un vrai projet qui est complètement novateur. C'est vraiment de l'innovation à la fois technologique, c'est de l'innovation commerciale, parce que l'outil, on va le diffuser en mode cloud, donc c'est aussi une innovation. On essaie de faire en sorte que ce soit des biens et services rentables et responsables. On a l'exemple donné par Antoine, il essaie de minimiser finalement les besoins en énergie, en essayant de promouvoir ce recyclage de l'énergie et finalement d'être indexé par rapport à ça. Ça valorise bien évidemment l'image de l'entreprise et ça donne du sens en interne et évidemment vis-à-vis de l'extérieur. Et on a développé une méthodologie sur l'éco-socio-conception et sur le développement de produits et services durables. Et aujourd'hui, je suis là plus pour mon exemple d'entreprise et ce qu'on a pu faire chez nous. Le changement de modèle là, me permet d'avoir des contrats plus longs, donc d'assurer l'emploi dans mon entreprise et de ne pas avoir des gens à licencier. Et c'est quand même, moi je pense, un de mes rôles principaux en tant que dirigeant, et c'est quelque chose qui me tient fortement à cœur. Et l'aspect récupération et réutilisation, démontage des machines, des anciennes machines pour les réutiliser, ça me permet de valoriser des connaissances d'anciens dans l'entreprise qui connaissent toute la gamme des machines. Et eux, ils peuvent, avec leur expertise et cette connaissance qu'ils ont acquis, qui est une expérience de terrain au fil des années, la mettre encore plus en œuvre ça donne plus de sens à leur travail au sein de l'entreprise et vis-à-vis des jeunes aussi. L'éco-socio-conception, c'est prendre en compte non seulement la protection de l'environnement, mais aussi toutes les parties prenantes dès la conception d'un produit et tout le long de son vie. Donc je suis ici à l'invitation du Centre francilien de l'innovation pour présenter un guide d'initiation à l'éco-socio-conception. Donc il a été structuré en 3 parties.
Donc c'est vraiment une démarche très pratique où le chef d'entreprise pourra le mettre en œuvre au sein de son entreprise de façon autonome. Et cette croissance durable, elle ne peut se faire que si on libère, je dirais, les énergies des innovateurs en Ile-de-France comme partout en Europe, et qu'on leur donne, je dirais, les moyens de mieux intégrer le développement durable dans leur démarche d'innovation.